Non, ça marche tout seul. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mon nom est Antoine Delabreté. Je suis responsable du consulting chez Ceritech depuis 5 ans maintenant. Merci de nous rejoindre pour cette conférence qu'on a voulu très pragmatique, au sens où on a interrogé nos clients et on va vous faire une synthèse en fait de ce qui préoccupe nos clients aujourd'hui en 2024. Alors, on pense que Ceritech a une position assez privilégiée puisque nous sommes en fait intégrateurs de solutions de gestion de la relation client depuis 20 ans presque, 2005, date de création. Et donc, nous sommes un observateur privilégié de ce qui préoccupe les acteurs de l'expérience client aujourd'hui en 2024. Donc, Yann, quel est le programme de cette conférence? Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Yann Croquelois, donc je suis responsable de compte chez Ceritech. Malheureusement, je ne peux pas me lever, je suis désolé, j'ai un petit souci. Écoute. Aujourd'hui, le programme qu'on vous propose, c'est d'aborder trois grands items. Le premier item, ça va être de savoir les grands enjeux de la relation client, mais surtout les facteurs clés que l'on remarque chez nos clients. Ensuite, on va parler du GenAI. Le GenAI, tout le monde en parle, tout le monde a une idée précise, plus ou moins précise de ce que c'est. Donc, on va décortiquer ce terme et cette fonctionnalité. Et enfin, on va aborder la notion de ma relation client. Donc, on personnalise, on se met à votre place et c'est surtout, on va laisser parler nos clients à travers les différentes analyses, les retours d'expérience qu'on a pu faire. On va laisser la parole à nos clients et donc avec Antoine, on va se faire porte-parole un petit peu de ces situations-là. Donc pour commencer, Antoine, je te laisse expliquer Absolument. les grands principes. Alors, ici, on va essayer de parler de la complexité de monter un écosystème, enfin un système global de gestion de la relation client ou de l'expérience client en entreprise. Et je dirais, un des échos en fait qui revient le plus souvent, c'est quand même la notion de la complexité qui est liée à la multiplicité des outils dont on dispose aujourd'hui ou qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour gérer telle ou telle partie de la relation client. Typiquement, un point en fait qui va surgir de façon assez récurrente, c'est la notion de cohabitation entre l'outil de CRM, donc gestion de la relation client, gestion commerciale, prospection commerciale, et l'outil qui équipe les conseillers en centre de relation client. Et de savoir en fait quel est l'équilibre entre les deux, où se trouve l'information qui caractérise le client, où se trouve le suivi de la relation avec le client, et donc partant l'historique des interactions qu'on a avec ce client. Est-ce que ça se trouve dans le CRM? Est-ce que ça se trouve dans l'outil de relation client au niveau du centre de relation client, du centre de contact? Et est-ce qu'il n'y a pas une redondance, voire un recouvrement entre les deux? Alors, pour ce faire, je vais vous donner deux exemples en fait qui nous viennent à l'esprit. C'est ce client en fait qui gère un centre de contact et qui a son équipement, plutôt une solution de dernière génération de très bonne tenue, mais qui dispose d'un CRM et en fait qu'il a développé en fait de façon spécifique. Ce CRM ne fait plus l'affaire, il ne répond plus en fait aux enjeux compte tenu de l'évolution de ses métiers, il doit le remplacer. Et son sujet, c'est de savoir par quoi il le remplace, est-ce qu'il le remplace, et son point, il est particulièrement focalisé sur la gestion de la demande du client, celle qu'on résout d'un seul coup en cours d'entretien au téléphone, ou celle qui en va entraîner toute une séquence en fait de tâches en back office pour arriver à la satisfaction en fait de ce qui a été demandé par le client. Cette notion en fait de suivi de la demande du client, aujourd'hui, on ne sait pas, il se pose la question de savoir où est-ce qu'on va l'héberger. La deuxième solution, le deuxième exemple, c'est un client en fait qui est, alors lui, plutôt dans la partie courtier en assurance grand public, et lui, ce qu'il souhaite, c'est que ses conseillers restent sur l'outil métier et n'aient pas à jongler en fait entre différents environnements en fonction de la demande qui est faite par le client. Et donc son sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on va intégrer à l'intérieur de l'outil métier toutes les fonctionnalités de distribution des tâches. Alors, au travers de ces exemples, et donc de ce qui est ici affiché à l'écran, c'est une proposition en fait de ce que c'est qu'en fait un écosystème autour de l'expérience du client, avec 4 grandes composantes, comme vous le voyez à l'écran. Un, l'outil en fait qui équipe le centre de relation client. Et là, on parle d'orchestration de flux, on va y revenir. On parle de distribution d'interactions, on parle de priorisation, on parle de compétences. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de la partie centre de contact. Vous avez tout ce qui concerne la communication unifiée. Et donc là, on est plus sur l'aspect collaboratif, avec la vague avec toutes ces solutions qui surfent sur la convergence voix donnée.
Vous avez ensuite tous les aspects qui concernent le CRM. Donc là, on pense à des grands packages du marché que tout le monde connaît et donc qui sont focalisés, eux, sur ben, la gestion commerciale, donc la gestion des ventes, mais aussi la gestion de la prospection, voire celui du marketing, et donc avec des notions autour de la base client. Et puis le dernier item, c'est la partie back-office, c'est-à-dire en fait tous les outils auxquels le conseiller en niveau 1 ou les experts doivent avoir accès parce qu'ils en ont besoin pour répondre aux clients qui demande sa position de compte courant à sa banque, qui demande si sa dernière facture a été honorée à son opérateur télécom. Donc, et on voit que ces 4 outils, ils ont des frontières qui vont évoluer. Petite mention spéciale sur la GED, qui pour nous appartient à la 4e catégorie, mais qui peut être aussi considéré comme un média à part entière dans certains cas de figure, dans certains cas d'usage, où il faut, pour alimenter par exemple un dossier de souscription, envoyer par courrier un certain nombre de pièces justificatives. Merci de passer à la suivante. Donc, quand on voit ce paysage finalement, qui est une proposition sur lequel on est très ouvert en termes de discussion, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés nos clients? En fait, ils sont confrontés à ces difficultés qui sont liées à l'évolution des frontières entre ces différents outils. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est quand tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de grands packages CRM qui revendiquent la capacité à gérer des interactions essentiellement digitales. Et ça a un certain sens, c'est relativement légitime, au sens où ça fait partie de leur ADN en termes d'accumulation d'informations sur l'intelligence et la connaissance du client. Et le fait est que être en capacité de gérer des interactions digitales au sein du CRM n'est pas complètement abracadabrant. Mais on voit bien que ça vient interférer ou empiéter sur le périmètre du centre de contact. À l'identique, vous avez des solutions de communication unifiées qui ont construit en fait leur notoriété sur bah, toutes les capacités collaboratives de partage de documents, de meetings vidéo et ce genre de choses, et qui proposent maintenant des fonctionnalités en fait de gestion de file d'attente, de gestion de compétences, et qui donc viennent aussi empiéter sur la partie centre de relations clients. Solutions qui ne sont pas en reste non plus, puisque elles aussi proposent aujourd'hui, par exemple, pour virtualiser le centre de contact, eh bien, des fonctionnalités de communication unifiée grâce auxquelles on fluidifie considérablement les process d'escalade entre le niveau 1 et des experts dans l'entreprise qui sont associés ponctuellement à la gestion d'une interaction avec un client. Donc on voit bien que les frontières bougent et qu'on a des redondances, on a des recouvrements qui se créent et qui créent de la complexité, qui créent en fait de la complexité pour les conseillers, c'est-à-dire qu'ils sont obligés en fait de faire parfois 2 fois la même chose. On crée des redondances en termes de stockage de données et on crée également parfois des silos au niveau des médias qui vont être gérés à un endroit ou à un autre. Je regarde l'heure, on est à peu près bon. Donc, par rapport à ça, on a, nous, un certain nombre de convictions qu'on souhaite vous partager. Ils sont liés au fait que comment dire, il y a un certain nombre de notions autour de naturellement, il faut maîtriser les cas d'usage client, il faut maîtriser les situations de travail pour les conseillers, il faut avoir recensé les données qui sont gérées au cours d'une interaction de bout en bout pour maîtriser complètement cette notion fonctionnelle de la nature des interactions qu'on va gérer pour le compte de nos clients. On doit aussi gérer d'un point de vue informatique ou IT, on va dire, effectivement, les recouvrements potentiels et les redondances éventuelles qui peuvent exister compte tenu de ce floutage en fait, entre les frontières des différents composants pour justement éviter une problématique de double enregistrement, une problématique de double information. Mais fondamentalement, il y a de notre point de vue 2 choses qu'il faut avoir présent à l'esprit et qui sont à l'écran. C'est l'orchestration des flux doit rester pleine et entière. Elle doit concerner tous les flux, aucun ne doit y échapper, et elle doit être de préférence gérée au niveau du centre de relation, du centre de contact, donc de l'outil qui gère le centre de contact. Pourquoi cette conviction? Tout simplement parce que, d'une part, le fait d'avoir, je dirais, un outil ou une infrastructure par laquelle passent toutes les interactions, par laquelle sont vues et connues toutes les interactions, ça permet d'optimiser, je dirais, leur distribution. Ça veut dire qu'on sait prioriser entre un flux chaud et un flux froid. On sait gérer en fait une distribution par rapport à des SLA, par rapport à des engagements en termes de qualité de service.
Et ceci se fait grâce en fait à un moteur qui gère toutes les interactions en même temps et qui les pilote et les distribue en fonction d'un certain nombre de règles qui restent à la main du gestionnaire du centre de contact. Ça permet d'avoir un reporting et donc une connaissance pleine et entière et exhaustive, aussi bien temps réel que temps différé de l'activité et donc des interactions qu'on a avec ses clients. Et ça permet surtout et enfin d'optimiser ce qu'on va appeler le taux d'occupation des conseillers, autrement dit leur productivité, puisque on est capable, avec ce qu'on appelle le media blending, au niveau de l'orchestration des flux, de distribuer de façon efficace et en fonction de la disponibilité des uns et des autres, tout l'ensemble des flux qui parviennent au centre de contact. D'où cette importance. Et le deuxième volet, c'est la notion en fait d'organisation de l'environnement avec la hiérarchisation des outils qui sont proposés aux conseillers pour qu'ils puissent faire efficacement leur travail, qu'ils aient accès à l'information au moment où ils en ont besoin et qu'ils puissent avoir accédé aux outils qui sont nécessaires pour répondre à l'interaction client. Voilà. Sans plus attendre, on va passer au deuxième volet, qui est celui de l'IA générative. Exactement, merci Antoine. Alors, sur cette partie IA générative, comme vous avez vu par rapport à ce que Antoine a pu vous présenter et vous proposer, on fait le choix aujourd'hui de vous présenter un retour d'expérience de l'ensemble de nos clients. Plutôt que d'avoir un cas d'usage sur une problématique, une thématique ou un point de vue, en tant que spécialiste et expert dans le domaine, on a pris ce choix de condenser ce qui se passe chez nos clients. On y reviendra un petit peu plus tard sur l'analyse par rapport au retour sur investissement et aux bonnes pratiques. Et sachez qu'on a fait vraiment une analyse globale de l'ensemble de nos clients pour avoir une voie qui soit plus consolidée. Sur cette partie, on va parler du coup du Gen AI. Donc Gen AI, c'est un mot que tout le monde entend. C'est dans toutes les entreprises, on a envie de le mettre en place. On a envie d'avancer, on a envie de se démarquer et surtout ne pas prendre un train de retard. Pour commencer, la question qu'on s'est posée, c'est pour nos clients, qu'est-ce que le Gen AI? Donc on a posé cette question à nos clients et on a eu différentes réponses. Par rapport à ces réponses, ce qu'on en remarque, c'est qu'il y a des choses qu'on nous dit qui sont vraies et d'autres qui sont quelque part erronées. Donc quand on va parler du Gen AI, le premier point qu'on va mettre en avant et où il y aura une utilité assez forte, c'est sur la personnalisation des interactions. Aujourd'hui, la notion d'intelligence artificielle, d'IA générative, comme on peut l'appeler, permet d'avoir un parcours qui soit personnalisé et qui permet indirectement de fidéliser, puisque lorsque j'appelle, lorsque j'envoie un email, un chat ou peu importe, le fait de dire j'ai une relation client qui est customer centric, vraiment orientée sur le client, me permet via l'IA générative d'avoir toujours les bonnes solutions, toujours les bons modules et toujours les bonnes propositions de valeur associées à mon client et à son parcours. Ensuite, un autre point, ça va être l'anticipation. Le fait de connaître notre client, de personnaliser l'interaction, va permettre d'anticiper, donc de gagner du temps. Je vais illustrer avec un exemple. Une personne qui appelle, elle me rappelle une heure après, il y a de fortes chances qu'il y ait un lien avec ce qui s'est passé. Maintenant, l'IA générative va permettre d'aller chercher des informations dans l'ensemble de vos systèmes, d'aller chercher des informations dans l'ensemble des parcours, des conversations, des contenus, de la posture, de l'analyse par rapport à tout ce qui s'est passé, pour venir être proactif et donc garantir, on va dire, une expérience un peu plus mémorable. Ensuite, un autre point que permet le Gen AI, c'est l'assistance automatisée. Donc on parle de l'assistance automatisée qui a vu il y a quelques années les premières briques pour avoir l'agent virtuel ou des aides par rapport à cette partie d'aide à la décision, d'aide à la réponse. L'agent assisté, c'est quoi? Ça se schématise par une écoute active, quel que soit le canal, et une retranscription des informations pertinentes en direct. J'illustre, un de nos clients qui est dans le monde bancaire va utiliser l'agent assisté pour écouter la conversation et retranscrire auprès du téléconseiller directement des informations en lien avec ses demandes. J'ai un temps de traitement et un temps de recherche qui est réduit. J'ai une facilité, et c'est vraiment un point qu'on va mettre en avant, c'est la facilité. J'ai une facilité pour le collaborateur d'accéder à l'information. On est en train de casser cette barrière du collaborateur qui va dire « Attendez, je vais faire une recherche, je vous mets en attente » ou qu'il y ait des temps d'attente qui soient, ou des temps de mise en pause qui soient beaucoup plus longs. Donc voilà, c'est des outils
basées sur l'intelligence artificielle, basées sur des analyses en temps réel qui vont nous permettre d'assister l'agent. Ensuite, on va avoir une autre rubrique qui est l'analyse des sentiments. Alors l'analyse des sentiments, aujourd'hui, et on le verra dans l'autre partie, n'est pas de dire il est fâché, pas fâché, content, pas content. On n'est pas dans l'émotion. On va être dans l'analyse du sentiment par rapport au contenu. On va voir les catégories de ce que nos clients ou ce que les clients de nos clients demandent pour analyser ces contenus et dire sur 50 interactions, on voit qu'il y en a 40 qui se démarquent vraiment de manière positive avec des verbatims qui sont positifs. Il y en a 5 sur lesquels il faut les analyser. Et en fait, ça va être le point de départ pour nos clients, le point de départ d'une analyse approfondie. Ce que l'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui mettent vraiment l'accent sur la qualité avec tout ce qui va être quality monitoring, avec tout ce qui va être enquête à chaud, à froid. Et donc, tout ça, c'est de la matière. C'est de la matière qu'il faut analyser. Si c'est juste de dire j'ai mis une enquête parce que je fais comme tout le monde, c'est possible, ça va vite, il n'y a aucun problème. Mais les entreprises n'y tirent pas un bénéfice direct et puissant. Donc on va être dans cette deuxième étape, dans ce deuxième volet, pour vraiment venir analyser les verbatims, venir analyser l'ensemble des informations et ne pas juste s'arrêter à un instant T en disant bah, il y a eu une analyse et ça s'est bien passé ou mal passé, mais on va pouvoir le corréler avec l'ensemble du parcours. Pourquoi une personne va nous dire je suis frustré d'avoir attendu 10 minutes? Parce que si je remonte avant, je vais regarder son parcours, elle a déjà essayé de m'avoir par email, la réponse n'était pas satisfaisante, il est passé par un autre canal, etc. etc. Et donc c'est toute cette analyse qui va nous permettre et qui va permettre au GenAI de consolider de manière à avoir une vision vraiment synthétique et la plus utile possible. Le dernier point, ça va être la création de contenu personnalisé. On y verra, on reviendra après dessus sur les différents outils et les solutions pour savoir comment faire. Lorsqu'on va parler de création personnalisée de contenu, c'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un email à quelqu'un ou à un de mes clients, ou si j'ai besoin de transférer des informations, ou si j'ai besoin d'être proactif, les moteurs d'IA aujourd'hui permettent de consolider un maximum d'informations et de créer du contenu à forte valeur ajoutée qui sera vraiment orienté par rapport aux besoins du client. On a des clients qui sont dans l'édition de logiciels. Lorsqu'il va y avoir une nouveauté, une mise à jour, ce genre de choses, on va se servir de tous les algorithmes pour venir pousser l'information en proactif. De cette manière, l'ensemble des clients va être alerté et donc je m'évite une première vague de sollicitations qui ne seraient pas dans des bonnes conditions. Donc en fait, je vais vraiment me baser sur toute l'IA pour venir pousser du contenu en proactif et qui plus est du contenu personnalisé, c'est-à-dire que par rapport aux technologies aujourd'hui qui existent, je suis en capacité d'avoir des messages ou des audios qui vont être personnalisés, qui vont être contextualisés et donc d'apporter vraiment un parcours et une sensibilité pour le client que le message est réalisé pour lui, dans son besoin, dans son contexte. Maintenant, passons à l'autre côté, sur ce que le GenAI ne permettra pas de faire dans l'expérience client. Et on dit ne permettra pas de faire, on pourrait rajouter ne permettra pas encore de faire. On sait que ça va très vite, que ça évolue très vite, et qu'aujourd'hui, les technologies sont présentes pour arriver à ce niveau d'expertise et ce niveau d'algorithmie. On a toutes les puissances de calcul qui vont bien. Maintenant, c'est juste on va dire, c'est la mentalité, c'est l'évolution, on va dire, de nos usages qui vont nous permettre de l'utiliser plus ou moins. On a beaucoup de nos clients qui nous remontent que tout est prêt, mais quand ils font des analyses sur l'utilisation, est-ce que c'est bien utilisé, combien de temps, etc., on voit que ça ne répond pas encore à leurs attentes, à leurs standards, et qu'on va pouvoir l'améliorer petit à petit. Donc ce que le GenAI ne permet de pas faire, c'est la compréhension émotionnelle profonde. Essayez de parler à un assistant virtuel et de faire du sarcasme, vous allez voir, il ne va pas comprendre. Donc on n'a pas encore cette finesse, cette analyse que pourrait proposer une compréhension plus approfondie. Et c'est un des points sur lesquels il ne faut pas miser aujourd'hui. Un autre point, c'est l'empathie. Ça a ses forces, ça a ses faiblesses. L'intérêt pour nos clients, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est remonté, c'est très factuel. Donc en fonction des services, il peut y avoir des cas très positifs parce qu'il n'y a pas l'analyse est faite vraiment
très simplement et de manière très, on va dire très neutre, il y a des cas où ça peut être plus problématique. Quand on travaille dans certains domaines, dans le social ou ce genre de choses, ça va être très compliqué de ne pas avoir ce facteur empathie. Un autre point, c'est l'adaptation sur des situations inattendues. Même si aujourd'hui l'intelligence artificielle est très poussée, même si on voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de témoignages, il n'en demeure pas moins vrai que à partir du moment où la situation va être inattendue, on va sortir du cadre. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de rebondir avec un contexte qui serait l'intelligence humaine pour pouvoir continuer une conversation, pour pouvoir continuer un traitement. Mais il va falloir reconstruire un contexte avec cette IA. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore s'appuyer sur ce switch de situation. Ensuite, il va y avoir le dernier point, tout ce qui est les décisions complexes de manière autonome. Tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et de l'algorithmie aujourd'hui et ne permet pas une réflexion et ne permet pas une prise de décision. Dès lors que vous parlez à un assistant, il va vous guider pour atteindre votre réponse. Alors l'avantage est que vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment du jour ou de la nuit ou le solliciter, il va fonctionner parce qu'il va vous permettre de réaliser des tâches répétitives, des tâches sans, entre guillemets, valeur ajoutée. Donc c'est là où il y a un fort intérêt pour l'IA aujourd'hui. Par contre, lorsque on va devoir prendre une décision complexe qu'on pourrait poser à un humain, de dire bah, est-ce que vous acceptez la situation A ou B, aujourd'hui l'IA ne le permettra pas de le faire. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA doit être entraînée pour suivre un certain modèle. C'est le cas aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, mais c'est le cas que l'on a aujourd'hui. Maintenant, je vais passer sur les différents outils. Donc, on parle du GenAI, mais le GenAI, comment ça se matérialise? Aujourd'hui, nous, chez Ceritech, on est un intégrateur de solutions de centre de contact. Et donc, on est quelque part les conseillers pour nos clients d'utiliser différentes solutions. On a cassé cette barrière de l'intégrateur qui branche des câbles et qui va mettre en place des fonctionnalités. On est là vraiment dans l'accompagnement. Comment se schématisent aujourd'hui les outils? Lorsque vous allez sur YouTube, TikTok ou peu importe, n'importe quel réseau social, vous avez de l'algorithmie derrière. Regardez des vidéos de chiens, vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de vidéos de chiens. Regardez des vidéos de vélo, vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de vidéos de vélo. Donc, en analysant ça, on voit que l'algorithme a un point fondamental, c'est qu'il nécessite d'être entraîné. Il nécessite d'avoir de la matière et il ne peut pas s'auto-produire. Donc, on va lui donner un premier contexte et c'est pour ça que nous, de notre côté, côté Ceritech, on a mis en place différentes méthodes, différentes modalités d'accompagnement pour aider à la montée progressive sur l'utilisation des outils qui schématisent indirectement l'utilisation du GenAI. Donc, lorsqu'on regarde les différents outils qui sont schématisés par des différents tableaux, on va avoir un premier point qui est la base de connaissances. Aujourd'hui, la base de connaissances, vous allez me dire, c'est quelque chose de connu, qu'on utilise depuis des années. Sur les sites web, on a des FAQ, ça marche très bien. Ce que va apporter l'IA, c'est que ce contenu que vous avez, cette base de connaissances, en fait, va être le socle d'apprentissage. Donc, pour retraduire quelque chose, pour retranscrire quelque chose, il nous faut du contenu. Le contenu, vous l'avez. Et donc, nous, on va se baser sur les outils, on va utiliser les solutions pour venir prendre les bases de nos clients, quelles qu'elles soient. Donc, ça veut dire des bases métiers, des bases accessibles pour leurs clients. Et en prenant cette source-là, ben, en fait, on va être en capacité d'alimenter, je vous ai parlé tout à l'heure de la Joint Assist. Donc, en fait, on ne va pas réinventer les choses puisque vous avez déjà toute la matière. Le GenAI et nos solutions permettent à nos clients d'avoir l'information au bon moment. L'information, vous l'avez. Maintenant, il faut juste qu'elle soit poussée au bon moment, dans le meilleur des canaux possibles, pour que ce soit le plus fluide possible. Cette base de connaissances, elle va être alimentée et permettra demain de faire du self-service, d'aller faire de la recherche, etc. Mais c'est cette base de connaissances qui va venir s'enrichir et le GenAI va venir l'alimenter par de l'utilisation de la part des clients, par de la satisfaction des clients sur les articles qui sont rendus, etc., etc. Ensuite, on va parler de bots, les assistants virtuels. Il y a quelques années, c'était tout nouveau. Maintenant, pour nos clients, celui qui n'a pas de bot cherche à en mettre, pour la simple et bonne raison que c'est un outil supplémentaire. Les entreprises, nos clients,
sont vraiment dans la tendance de dire le bot ne remplacera pas l'humain, mais le bot va permettre de combler des plages horaires. Le bot va permettre de désengorger mon centre de relations clients. Donc c'est toute cette partie où on va positionner le bot dans un premier temps pour venir occuper un espace qui n'est pas occupé par nos collaborateurs. Après, je vais aborder deux autres points qui sont, on parlait de Gen AI avec la prédiction. Il y a deux grandes thématiques qui sont le predictive routing et le predictive engagement. Ces deux grands termes dans le Gen AI pour la relation client qui vont permettre, si je prends le predictive engagement, de traquer un peu ce qui se passe sur votre site web et d'engager au bon moment. Combien de personnes sont sur une page internet, ils sont en train de remplir leur panier et puis ils font autre chose, ils partent. Et puis ils reviennent et puis ils repartent. Est-ce que vous savez qu'ils partent parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils sont plus intéressés, parce que c'est trop complexe? Et là, l'IA va venir pousser au bon moment, en fonction des schémas qu'on aura définis, va venir pousser de l'alerte, va venir pousser du chat, de manière à garder la cohérence et de manière à garder le lien avec ce client pour qu'il soit le plus engagé possible. Lorsque vous avez des clients qui font juste un panier pour commander un t-shirt, on peut dire bon ben on va lui proposer de la publicité, on va lui proposer des remises pour qu'il reste client. Par contre, quand on est sur un crédit immobilier pour acheter une voiture à 50 000 euros, on peut très bien dire monsieur le client, restez en ligne. Si vous n'avez pas tous les papiers, on peut changer de canal, on peut vous proposer d'attendre, de garder votre panier actif, etc., etc. Aujourd'hui, on voit, on est capable avec Tesla d'acheter une voiture sur Internet. C'est la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se fait à la maison et il n'y a plus ce côté de choses qu'on ne peut pas faire au travers d'Internet. Les mœurs sont en train d'évoluer et donc nous, on a les solutions aussi pour vous accompagner et accompagner nos clients dans la satisfaction et la mainmise, on va dire, sur les parcours clients. On a ensuite le predictive routing. C'est une notion qui arrive progressivement, qui est basée sur de l'algorithme pour définir, lorsqu'une interaction arrive, quelle est la meilleure personne pour traiter cette interaction-là. Vous avez peut-être des personnes dans vos entreprises qui sont du matin et d'autres qui sont de l'après-midi. Non pas qu'elles travaillent que le matin ou que l'après-midi, mais qui sont plus efficaces parce qu'elles vont avoir cette empathie. Et puis l'après-midi, le souffle retombe un peu. Ou à l'inverse, le matin, il y a du mal à démarrer et ça remonte. Ou alors, on est sur une thématique très spécifique sur laquelle un collaborateur a plus de pertinence et plus de conviction. On va analyser tout ça. Et donc, les systèmes qui sont proposés permettent de distribuer les interactions au bon endroit de manière à bien les traiter comme on l'attend. Je vois le temps, je fais un peu plus vite. Hop, je vais passer sur le slide d'après. Voilà, donc là, je vais illustrer. Je fais une petite parenthèse, vous verrez à la fin, vous pourrez récupérer les slides. Il y aura un QR code que vous pourrez scanner pour récupérer l'ensemble des slides directement sur vos équipements. Donc, ce slide-là, c'est pour illustrer. On vous a dit tout à l'heure qu'on faisait parler nos clients et que c'était des données et des retours de nos clients. Quels sont les gains? Les gains, on voit 4 grandes familles. Déjà, le premier point sur le GenAI, c'est qu'il va permettre d'avoir de la résolution assistée. On parle de self-care, on parle d'agent assist, on parle de bot. Aujourd'hui, on est en capacité de remplir sa citerne de son jardin en automatique. J'ai juste besoin de poser des questions. Je peux faire des comptes rendus d'intervention en automatique. En fait, on va passer un palier de manière à pouvoir automatiser tout ce qui est automatisable. Et on voit que ces résolutions assistées, savoir qu'elles ne nécessitent pas de collaborateurs, sont 70% plus élevées chez nos clients. C'est quand même très fort, surtout quand on le met à côté des requêtes simultanées. Aujourd'hui, vous avez 50 collaborateurs, vous avez un capacitaire de 50 collaborateurs. Là, le capacitaire va exploser dans le sens où tout ce qui peut être traité en simultané le sera. Ça ne veut pas dire qu'on ne va faire que ça et que sinon on va être dans de l'insatisfaction. Chaque parcours, et c'est ce que l'on met en avant chez nos clients, chaque parcours doit avoir une branche de sortie vers un humain. Donc tout ce qui est assisté doit pouvoir avoir un humain derrière au cas où. Sauf qu'avoir un humain au cas où derrière, sur 10 interactions, c'est pas pareil qu'en prendre une après l'autre. Donc on voit qu'on a eu une augmentation significative de 40% d'accord, de nos clients qui remontent ce côté, la simultanéité est un point fort.
Le temps de traitement a été divisé par 2. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de clients qui, lorsqu'on appelle, vont avoir de la qualification, vont avoir de la vérification de coordonnées. Et donc tout ça, en fait, on peut le faire en amont. Pourquoi? Parce qu'on a la synthèse vocale, on a les moteurs de langage naturel, on a les passerelles avec vos différents outils métiers. Et donc on a cette capacité à venir aller chercher en temps réel pour confirmer des choses et en fonction de la confidentialité, de pouvoir les partager ou non. Mais donc vous allez pouvoir gagner énormément de temps sur le traitement des interactions. On a parlé tout à l'heure de l'Agent Assist. Vous avez aussi la possibilité, avec cet Agent Assist, de réduire le temps. Attendez, je vous mets en attente, je vais chercher l'information, puisqu'elle remonte instantanément. Et le dernier point, qui sont les délais de déploiement, en moyenne, il faut compter 6 mois. C'est-à-dire que vous avez votre solution de centre de contact, quels que soient les canaux, on est sur tout canaux, on ne va pas avoir de silo. Il faut compter 6 mois entre le moment où on va commencer le sujet et le moment où on va être en production avec des retours significatifs. On va compter à peu près 6 mois pour le mettre en place, se l'approprier et commencer à le faire vivre. Antoine, je te rends la main. Alors très rapidement, oui, sur le dernier volet qui est celui donc du retour sur investissement, du ROI, du service client. Service client, centre de coût ou centre de profit? L'idée, en fait, c'est, chez nous, Ceritech, en fait, c'est d'avoir eu le panel qui est décrit derrière moi sur plus de 10 000 utilisateurs en support, sur une quarantaine de clients, sur une période de 2 ans, d'avoir un retour marché, pragmatique, réel, de ce qui se fait et de ce qui se dit aujourd'hui autour de cette problématique du retour sur investissement. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais juste reprendre les différents indicateurs. Donc, les indicateurs clés de la relation client, vous les connaissez, c'est votre quotidien. Et pour pouvoir mesurer quelque chose, il faut avoir un indicateur de mesure. Donc, on va parler du ROI, le retour sur investissement, qui va permettre de, justement, comme le disait Antoine, de voir est-ce qu'on est sur du centre de coût ou du centre de profit. Et donc, de placer ce curseur en termes d'investissement et des différents indicateurs, des KPI que l'on va pouvoir utiliser. Donc, parmi ceux-là, ils doivent tous vous parler, c'est une certitude. Donc, on va avoir les indicateurs les plus pertinents comme la satisfaction client et la satisfaction collaborateur. Aujourd'hui, on va parler de satisfaction au travers de verbatim, de satisfaction à travers un autre item qu'on verra juste après, qui est la fidélisation. Donc, on voit qu'on est vraiment sur à la fois client et à la fois collaborateur. Pourquoi? Parce que on traite les clients comme on traite nos collaborateurs. C'est ce que remontent nos clients. Et donc, du coup, d'avoir l'ensemble des solutions et l'ensemble des process permet d'être le plus pertinent possible et d'avoir cette satisfaction. On parlait de fidélisation et de rétention de clients, de churn. Ça va être aussi un élément clé à mesurer pour voir la pertinence et la satisfaction de votre activité et de votre service d'expérience client. Les points suivants sont le temps de réponse et le temps de traitement. Donc, on a vu comment y répondre avec les solutions de GenAI, entre autres. Mais il y a tout ce qui va être aussi mis en place de process. Donc, les temps de traitement, les temps de réponse, le temps de traitement par l'Agent Assist, le temps de réponse par du bot qui va être instantané, qui va être du 24/7. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de choses que les clients finaux sont habitués à entendre ou peuvent entendre. Il suffit de mettre en production et d'avoir des expérimentations. Donc, on voit beaucoup de nos clients qui sont en mode MVP pour cibler en disant je vais regarder sur une petite population, je vais tester, je vais expérimenter, je peux faire grandir. Et donc, on a de nombreux clients dans ce sens-là pour vraiment tester en cas réel et ensuite faire grandir ce besoin. Les 2 derniers points sont la planification et l'innovation. La planification, le point névralgique, dès lors qu'on est sur un centre d'expérience client. Si vous voulez traiter des flux et les traiter correctement, on ne voit pas. Alors, il y a des outils de planification que l'on propose et sur lesquels on a une forte maîtrise, mais à minima, vous êtes tous sur un tableau Excel avec qui travaille à quel moment et fait quelle partie, etc., etc. Nous, on va plus loin, c'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des solutions de planification un peu embarquées et un peu all-in-one permet de prendre en considération aussi tout ce qu'on va mettre autour avec le GenAI, avec les différentes solutions de back-office, comme a montré Antoine tout à l'heure. Donc, on va avoir cet écosystème qui va venir aider à la décision et à la planification. Et donc, l'innovation, donc on en a parlé sur le GenAI,
c'est très important de l'avoir en tête. Par contre, c'est très important aussi de savoir dans quoi on met les pieds. Si c'est mettre du GenAI pour mettre du GenAI, il n'y aura pas forcément d'intérêt et on s'oriente vraiment sur un axe d'écoute de nos clients pour les accompagner dans l'atteinte d'un objectif et non pas juste dans la mise en place d'une fonctionnalité. Pour finir, Antoine, je te rends la main puisque une fois qu'on a vu tout ça, Alors, pour conclure, avant d'éventuelles questions-réponses, l'idée c'était voilà, de se dire comment est-ce qu'on peut agir sur le ROI, autrement dit sur le niveau de rentabilité de son service client. On fait l'hypothèse qu'on a établi naturellement le calcul, enfin, pertinent, c'est-à-dire qu'on connaît les coûts salariaux, les coûts directs, les coûts indirects, les coûts d'outils, les coûts d'exploitation. On connaît aussi la quote-part en fait du revenu qu'on peut affecter au service client. Et donc on a ce ratio, hein, de ce ROI qui permet de mesurer effectivement l'efficacité et la rentabilité de ce service client. Et derrière, on considère qu'il y a 3 leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer les choses, si possible. C'est un, l'efficacité opérationnelle, et la question c'est comment faire plus avec moins, souvent le challenge qui est posé à certains responsables. Le deuxième point, c'est la productivité, et le troisième point, c'est l'optimisation. Alors, sur le premier point, comment faire plus avec moins, je vais vous donner un exemple d'un de nos clients qui a regardé un peu sa chaîne de valeur, qui a regardé un peu tout son process de traitement d'interaction et qui s'est aperçu qu'il avait une équipe de taille significative qui était là uniquement pour le dispatch, autrement dit pour répartir les interactions entrantes entre les différentes équipes de conseillers. Et et avec notre aide, en fait, avec notre recommandation, on a regardé ce qu'il était possible de faire et en fait, on a, entre guillemets, remplacé cette équipe par un dispatch automatique à base d'intelligence artificielle. Ce qui fait que ces quelques 20 et quelques personnes qui faisaient un travail finalement fort peu gratifiant ont pu être déployées dans les équipes de service client de façon pleine et entière. Donc, la leçon derrière, si vous voulez, c'est de se dire, avec ce que Yann nous a expliqué sur l'IA générative en particulier, c'est vrai qu'à partir du moment où on a des solutions qui reposent sur ces technologies et qui permettent de soulager le conseiller d'un certain nombre de choses. Je pense par exemple à un résumé de l'interaction, au résumé de l'échange et du dialogue qui peut être rédigé en temps réel et sur lequel le conseiller n'a plus qu'à opérer une relecture avant de le transmettre à son client. Ben, inévitablement, ça a un impact sur le temps qu'il passe en post-appel et donc sur sa productivité parce qu'il va être plus vite et plus rapidement de nouveau disponible pour prendre une nouvelle interaction. Ça, je dirais, l'efficacité opérationnelle. En termes de productivité, l'idée, c'est de trouver où sont les gisements de productivité. Et pour ça, il faut vraiment se reposer sur la mesure en fait, de l'activité du service client pour voir qu'est-ce qui dépasse en creux, enfin en haut ou en bas, sur quel type d'interaction on prend davantage de temps, sur quel type d'interaction on en prend moins, et pour quelles raisons, et cibler donc là où l'efficacité est maximale. Je vais vite, hein, parce qu'on est pratiquement au bout. Et enfin, sur la problématique d'optimisation, alors là, on reboucle en fait avec ce qu'on s'est dit au départ sur la relative complexité ou la complexification en fait de l'environnement qui est proposé aux conseillers et qui donc qui les force progressivement à jongler entre plusieurs environnements. Et là, ce qu'on constate chez nos clients et ce sur quoi on les accompagne, c'est le fait justement de fluidifier et donc en général de robotiser avec des techniques de RPA, hein, les transitions qui doivent exister entre l'outil de centre de relation client, l'outil de centre de contact, et des outils métiers auxquels on doit accéder pour gérer la demande du client. À partir du moment où il y a cette synchronisation robotisée entre les deux, on fluidifie quelque chose et on gomme la complexité qui pénaliserait sinon le conseiller dans son travail de tous les jours. Donc voilà les trois pistes, si vous voulez, sur lesquelles il faudrait travailler quand on se pose la question du ROI et de l'amélioration finalement de la rentabilité du client. Voilà, il est 11h10, on a encore 5 minutes pour d'éventuelles questions-réponses. On a tenu le timing. alors juste, on a mis donc le QR code, hein, vous pouvez scanner et récupérer la présentation qu'on vient de dérouler. Si vous avez des questions, on peut vous faire passer un micro. Et si vous n'osez pas, sachez qu'on a aussi au stand, vous voyez, il y a l'endroit où nous sommes. Donc si vous préférez après venir nous voir en petit comité, on est à votre disposition. Sachez que, encore une fois, par souci de confidentialité, on a parlé pour nos clients de manière générale. Mais s'il y a des sujets dont on a parlé que vous souhaitez approfondir, on est aussi enclin à plus le personnaliser et quitte à aller échanger aussi avec nos clients qui se font un plaisir de témoigner sur les différentes actions.
Moi, j'ai peut-être une question pour le public. Est-ce que certains d'entre vous ont entamé des projets justement autour de l'IA et de la relation client? Est-ce que vous pouvez, à main levée, nous dire où est-ce que vous en êtes avec l'IA et la relation client? Pas encore. Ok. Non, mais c'est intéressant comme partage. Donc, vous pouvez aller voir Séritech. Stand 20. Merci Numéro 20. beaucoup pour votre attention en tout cas. Et on vous souhaite un bon salon. Et alors, n'oubliez pas, pour ceux qui ont reçu le petit flyer, de scanner donc le jeu solidaire au profit des Restos du Cœur qu'on organise, hein. Donc l'idée, c'est vous scanner. Et si vous gagnez, en général, vous gagnez, eh ben, vous pouvez décider soit de garder le lot et on vous l'envoie, soit on reverse en fait la valeur du lot en don pour l'association des Restos du Cœur. Donc voilà. Donc n'hésitez pas et faites l'effort de scanner, ça sera tout bénéfice au moins pour l'association des Restos du Cœur. Bonne journée à vous.